Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce 6e numéro de Tout Éco, le magazine économique grand format de Télé-Nantes en partenariat avec Audencia, l'école nantaise de management où nous avons installé notre plateau. Chaque mois dans Tout Éco, nous explorons les grands mouvements de fond qui agitent nos entreprises, ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se fera demain. Nous allons parler cette fois-ci de ces rencontres, fruits du hasard ou d'une volonté farouche, de ces rendez-vous manqués, de ces heureuses révélations. Nous allons parler de recrutement. Installée dans le quartier Bautière, la jeune femme de 24 ans veut croire que c'est d'abord la motivation qui fait la différence. Franchement, je pense que c'est surtout la personne en elle-même, ce qu'elle peut donner, ce qu'elle peut renvoyer comme image. C'est surtout ça. On vise en fait une progression de notre chiffre d'affaires de l'ordre de 10% par an et on a prévu un plan d'embauche de 30 embauches sur 3 ans. Donc derrière, c'est poser tout de suite la question de l'emploi. Et du coup, on a commencé à se poser la question de trouver en fait ces ressources qui allaient être nécessaires dans les 3 années à venir. D'un côté, des entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre, de l'autre, des jeunes ou des moins jeunes en recherche d'un travail. La rencontre entre ces deux mondes ne se fait pas toujours, qui plus est dans un contexte économique tendu, même si beaucoup d'analystes parlent aujourd'hui d'une sortie de crise. Dans ce numéro, nous allons essayer de comprendre pourquoi le recrutement s'apparente parfois à une loterie, pourquoi certaines offres d'emploi ne trouvent pas preneur, les méthodes des recruteurs et des candidats sont-elles toujours bien adaptées, comment trouver et retenir les bons profils. Voici les questions posées par ce Tout Éco. Mais avant d'y répondre avec nos invités, retour sur quelques actus économiques du mois de mars. Premiers essais sur l'eau pour le Loire-Princesse. Ce bateau de croisière à cabine, propulsé par des roues à aubes, naviguera à partir du 4 avril entre Saint-Nazaire et Saumur. Découvrir la région depuis le fil de l'eau, de façon très apaisante, très sereine. Et puis à chaque fois, on va s'arrêter quelque part, visiter effectivement ou une contrée, ou un domaine, ou un monument. Et puis effectivement, découvrir la région à petites gouttes comme ça. L'armateur Croisier Europe a choisi le réseau nazérien de PME Néopolia pour construire le Loire-Princesse. Un deuxième bateau est déjà commandé. 4 autres unités pourraient suivre d'ici 2017. Les collectivités au chevet de la raffinerie de Donges, elles s'inquiètent de son éventuelle fermeture. Le site et ses 700 salariés seraient dans le collimateur du groupe Total et de son plan de restructuration. Les élus se disent prêts à étudier toutes les solutions pour sauver la raffinerie. Ils demandent à l'État de relancer les études sur le contournement ferroviaire du site. Une voie de chemin de fer traverse aujourd'hui la raffinerie et gêne son développement. La belle santé du secteur aéronautique derrière la locomotive Airbus. À Montoire de Bretagne, le sous-traitant Figeac Aéro assemble des planchers pour la 350. L'usine compte aujourd'hui une vingtaine de salariés. Les perspectives de recrutement vont grossir en fonction de la charge de travail qui grossit en fonction de la cadence de la 350. Donc effectivement, d'ici à 3 ans, on envisage 80 embauches. On termine avec une commande insolite pour ce petit atelier de couture à Leger. La PME travaille pour de grandes maisons anglaises et françaises. Elle va fabriquer une robe de soirée pour Michelle Obama, la First Lady américaine. Un joli coup de pub pour les nouveaux propriétaires de l'usine, le groupe Frano, maître façonnier positionné sur le luxe. Des entreprises qui recrutent, des entreprises qui licencient également. On vient d'apprendre cet après-midi la liquidation du groupe Maury Global, le transporteur. 2150 salariés licenciés, dont 27 sur le site de Nantes. On le sait, le contexte économique général reste compliqué, souvent peu lisible pour les demandeurs d'emploi comme pour les entreprises. C'est dans ce cadre que nous allons parler de recrutement avec nos invités. Je commence avec vous, Natacha Rattiérisson. Vous êtes consultante carrière au sein d'Audencia, à la direction des relations entreprises et diplômés. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Baptiste Bouillet, vous êtes le président fondateur de l'association Un par un emploi, association nantaise qui depuis 1996 met en relation des demandeurs d'emploi et des professionnels dans leur secteur de recherche. Bonsoir. Bonsoir. Dominique Evin, vous travaillez à la direction régionale Pôle emploi des Pays de la Loire, au service des entreprises. Vous êtes responsable de l'équipe des chargés d'affaires grands comptes. Enfin, Éric Gardy, vous êtes ici au titre de l'Association nationale des DRH, l'association la plus importante dans ce domaine en France. La délégation en Loire-Atlantique compte plus de 160 adhérents.
Vous-même, après plusieurs années chez Manpower, comme responsable des ressources humaines, vous avez créé votre propre cabinet de haut placement pour aider les cadres à trouver un emploi. Et puis, dans le public, dans le public, comme à chaque numéro, notre grand témoin, cette fois-ci, il s'agit du capitaine Raphaël Hervieux, chef du CIRFA de Nantes, le centre de recrutement pour l'armée de terre. Vous serez l'observateur privilégié de nos échanges et vous nous apporterez votre éclairage en fin d'émission. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous propose d'abord d'ouvrir ce débat avec le contexte régional. Un taux de chômage de 8,8% en Pays de la Loire. Dernier chiffre connu, il date de septembre 2014. C'est l'un des plus faibles en France. Dans le même temps, nous, le public, on a plutôt les yeux sur la courbe du nombre de demandeurs d'emploi. Et là, les chiffres sont moins glorieux, puisqu'on est passé en Pays de la Loire de 225 000 personnes en février 2011 à plus de 300 000 en février 2015. On compte là toutes les catégories de demandeurs d'emploi, A, B et C. Sur un an, cette courbe a progressé de plus de 8%. Voilà pour les chiffres, mais je m'adresse à vous, vous qui côtoyez à la fois les candidats et les entreprises. Quel est votre regard sur ce marché du travail? Est-ce que vous avez l'impression qu'il est très tendu aujourd'hui dans notre région? Actuellement, vous l'avez vu dans le reportage, il y a des entreprises qui embauchent. On a des secteurs très, très divers. On voit bien l'aéronautique, évidemment, les chantiers navals. On a cette chance aussi en Loire-Atlantique d'avoir un tissu très divers. Je pense que c'est plutôt des populations qui sont loin d'être embauchées et c'est pour cela qu'il faut les aider parce que même dans un contexte en Loire-Atlantique plutôt favorable, il y a toujours des populations loin de l'embauche. Voilà. Et il y a sûrement des freins à l'embauche. Oui, je confirme ce que vous dites. Et cette région, néanmoins, bénéficie de beaucoup d'atouts. On pâtit également des difficultés au national en termes économiques, mais c'est une des régions qui offre de nombreuses possibilités, surtout sur des filières innovantes. Je pense à l'aéro, je pense aux énergies marines, au numérique, voire à des filières un peu moins connues sur le cuir et le textile, sur le 49. Il n'y a pas de tension sur ce marché? Les entreprises recrutent à tour de bras ou quand même hésitent quand même à se lancer dans des recrutements Certaines recrutent à tour de bras et ont connu des tensions. Je pense à Airbus il y a 2 ans où on a eu des difficultés. On a communiqué pour les accompagner dans le recrutement avec les co-traitants. Mais on rencontre aussi, on parle de filières innovantes, mais il y a aussi des filières très représentatives sur la région. Je pense à l'agro, qui est un deuxième fournisseur de main-d'œuvre dans le domaine salarié agroalimentaire au national. Je pense à l'industrie également. Je pense au nautisme. Le nautisme, 50% des emplois en France dans le nautisme sont sur la région Pays de la Loire. La construction navale, 25%. Les plateformes de logistique également. Donc, on peut être victime du succès d'un certain et certaines tensions sur d'autres parties, sur les emplois saisonniers, par exemple. On a des atouts et de l'autre côté, des publics, vous le dites, Jean-Baptiste Bouillet, éloignés de ce marché, en tout cas qui ont des difficultés à entrer sur ce marché du travail? Oui, alors depuis effectivement 19 ans, on voit bien qu'il y a des publics qui sont loin de la porte d'entrée. Il faut les accompagner. Alors, je pense évidemment sans discrimination, puisqu'il y a des personnes dans tous ces publics-là qui réussissent, évidemment, mais c'est les publics, les jeunes, les primo-demandeurs, même si c'est moins compliqué depuis quelques mois. J'ai toujours pas compris pourquoi en France, on considérait qu'être jeune, c'était plutôt un handicap plutôt qu'une richesse. Mais c'est vrai, et je l'ai vécu, moi, il y a une vingtaine d'années. On vous renvoie à la face votre inexpérience. Lorsque vous êtes senior, nous, on accompagne des seniors à un plein emploi. Je peux vous dire que de temps en temps, on leur dit ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que vous êtes au chômage. À la limite, on vous ferme la porte parce que c'est de votre faute. Voilà. Lorsque vous êtes de lassitude chez les seniors aujourd'hui? Des seniors qui ne recherchent même plus. Exactement. Oui. Alors, pas ceux qu'on accompagne, puisqu'il faut être motivé pour être parrainé. Mais on sait très bien que sur la population des seniors qui pourraient trouver un travail, il y en a beaucoup qui ne cherchent même plus. Qui ne cherchent même plus. Alors, qui arrêtent toute recherche, qui n'envoient plus de... En sens inverse, il faudrait que vous soyez homme entre 30 et 45 ans pour que ça soit plus facile. Donc les femmes, en retour à l'emploi, celles qui ont arrêté de travailler, les personnes ayant un handicap, les quartiers. On voit bien que dans les quartiers, c'est plus compliqué. Il y a une vraie discrimination, qu'on le veuille ou non. Nous sommes tous un peu discriminants. Donc voilà, il y a des publics plus éloignés de l'emploi que d'autres.
Qu'est-ce qui se dit chez vous à l'association des DRH, Éric Gardy? Alors en fait, sur ce marché du travail, c'est ce le qu'on même constat constate- que vous faites? En fait, ce qu'on constate, c'est que autant à une époque, on pouvait dire il y a un secteur d'activité qui fonctionne bien et un secteur qui fonctionne moins bien. Les cabinets de recrutement que je fais intervenir et qu'on fait intervenir nous disent la chose suivante. Aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qui s'en sort vraiment bien, peut-être en dehors de l'aéronautique et un peu le naval. En fait, dans tous les secteurs, il y a des entreprises qui fonctionnent bien ou des entreprises qui fonctionnent mal. Et une des difficultés des gens qui sont en recherche d'emploi, c'est de repérer, d'être au contact des entreprises qui fonctionnent bien, parce que c'est dispersé. Voilà, il y a une vraie difficulté à se rencontrer. Alors, cette difficulté à se rencontrer, des entreprises, il faut connaître effectivement ces entreprises qui recrutent et peut-être des entreprises aussi qui hésitent à recruter. Je reprends un chiffre donné par une enquête réalisée par la région des Pays de la Loire, Pôle emploi. Sur les besoins de main-d'œuvre, ils ont interrogé des employeurs donc sur les besoins de main-d'œuvre des entreprises dans la région. Eh bien, on s'aperçoit que les recruteurs, les employeurs préfèrent privilégier la formation à 70% plutôt que le recrutement. Ça aussi, c'est une donnée. Ça veut dire qu'on hésite aujourd'hui à se lancer dans un recrutement quand on est entrepreneur. Complètement. On parlait de situation économique tout à l'heure. Très peu d'entreprises actuellement ont un carnet de commandes à moyen voire long terme. Donc il y a de nouveaux phénomènes qui existent. Pour les seniors, il y a quelques années, un senior pré-retraite, en accompagnement pré-retraite, c'est maintenant les seniors sont vraiment une catégorie, je vous rejoins à ce niveau-là, où il y a des difficultés, voire il suffit d'aller sur les salons de la création d'entreprises actuellement, où beaucoup d'entre eux, ne pouvant se placer, cherchent, tout le monde ne peut pas le faire, mais cherchent aussi à créer leur propre poste. Alors les chefs d'entreprise dans ce domaine-là, il y a des évolutions qui se passent, c'est-à-dire que leur recrutement, la difficulté qui fait le lien, pourquoi est-ce que les demandeurs ou chercheurs d'emploi jeunes ou seniors ne sont pas en contact avec les entreprises, ne correspondent pas aux attentes des entreprises, c'est un problème de formation ou d'expérience. On tombe souvent sur ces deux aspects-là. Donc pour la partie formation, oui, ils souhaitent investir, voire sous-traiter. On trouve ça beaucoup aussi. Plutôt que d'embaucher, j'ai besoin d'un profil type dans mon entreprise, sur une mission, sur un chantier, sur une commande, j'embauche soit par l'intérim, soit sur une mission courte, d'où la création aussi de nouveaux postes pour les seniors. On n'embauche plus aujourd'hui directement en CDI? Non, 80%, enfin on en parle beaucoup, des contrats. L'intérim, le Pays de la Loire est en région très forte en intérim aussi. Natacha Rathiraisson, vous êtes en contact avec les entreprises, vous êtes en contact avec les diplômés d'Audencia, bien sûr, qui vont être sur le marché du travail, mais aussi avec les entreprises. Vous faites ce constat-là aussi d'une certaine frilosité, en tout cas, de se lancer dans un plan de recrutement? Oui, alors une frilosité qui se traduit notamment par les compétences attendues de la part des entreprises. On recherche le mouton à 5 pattes. Voilà, le candidat. Cette expression-là qu'on entend souvent dans les ressources humaines, le mouton à 5 pattes, c'est une réalité encore aujourd'hui. Oui, ça l'est. On cherche des candidats qui soient agiles, on cherche des candidats qui soient capables de s'adapter aux changements. Donc effectivement, il y a une demande. Avec toutes les qualités, de l'expérience, mais pas trop, et pas trop cher payé, c'est ça? Idéalement, oui. Maintenant, voilà, c'est effectivement une manière qui traduit un réel besoin de se rassurer sur des profils qui vont nous apporter ce qu'on recherche en termes de besoins de manière opérationnelle rapide. Il y a aussi cette notion d'être opérationnel rapidement et que la courbe d'apprentissage soit réduite. Éric Gardy, sur cet aspect-là, les entreprises ont raison d'être frileuses, d'être prudentes? Alors, de toute façon, elles ne peuvent embaucher que si elles ont les moyens d'embaucher. Donc c'est vrai que là ça, où peut-être toujours, mais oui, c'est peut-être le moment justement de prendre un petit peu de risque, puisque la richesse aussi d'une entreprise, c'est le facteur humain. Alors c'est vrai, mais ce qu'on constate, c'est quand même que les entreprises, alors je parle pour les entreprises que je connais, sont frileuses, et les cadres, parce que je connais surtout l'environnement des cadres, les cadres sont très frileux, et ne bougeant pas, ne libèrent pas de poste pour ceux qui sont en démarrage, notamment les jeunes d'Audencia ou d'autres. Donc il y a une vraie difficulté, c'est tant qu'il y a ce sentiment de crise, pourquoi je quitterais une entreprise où je suis au chaud, je suis salarié, pour aller risquer d'aller faire une période d'essai ailleurs. Donc il y a toute cette frilosité depuis 2008 qui fait que les gens bougent un peu moins vite. Alors ce que je voudrais juste rajouter par rapport à ce qui a été dit sur les jeunes et les seniors, c'est comme on en parle tout le temps à la télévision, dans les reportages, il y en a certains qui l'entendent et qui justement
justement deviennent frileux. Alors pas frileux, mais ils se disent j'ai 50 ans, ça va être difficile de trouver un travail. Et pour moi, il ne faut pas se laisser enfermer parce qu'on dit de cette population, soit de seniors, soit de juniors. D'intoxication, quoi. Voilà, par une le vraie discours. intoxication. Et il se trouve que moi, je travaille avec des cadres qui essayent de sortir de cette image qu'on porte sur eux. Donc c'est tout un travail sur soi, hein, sur la préparation aux entretiens, qui essayent de ne pas rentrer là-dedans. Une forme d'autocensure, en fait. Et se libérer, dans la tête. Voilà, se libérer de ça, ce qui est difficile puisqu'on leur renvoie tout le temps, vous êtes des seniors. Je voudrais juste dire une petite chose. À l'APEC, un jour, il y a quelqu'un qui a dit, voilà, qui a 50 ans dans cette salle. Et dans la salle, il n'y avait qu'un public de DRH. Et donc, il y en a certains qui ont levé la main. Et la personne de l'APEC leur a dit, vous avez 50 ans, vous allez changer encore 2 fois d'entreprise puisque vous allez travailler jusqu'à 62 ou 65 ans. Donc, puisque vous allez changer, soyez prêts à accueillir aussi des gens qui ont 50 ans. Et les réactions, est-ce que les entreprises sont prêtes? Est-ce que les entrepreneurs sont prêts? Une vraie prise de conscience. C'était vraiment étonnant. Il y a toute une organisation à mettre en place pour l'accueil des seniors. Il n'y a pas que l'acte d'embauche des seniors, il y a aussi un senior qui arrive dans un environnement où les autres cadres, comme vous l'évoquiez, sont plus jeunes. Je l'ai souvent rencontré. Il y a aussi à informer, voire presque former, l'encadrement beaucoup plus jeune sur l'accueil des seniors et autres. Mais ça fonctionne, puisqu'on le rencontre dans de grandes sociétés, dans des PME aussi, puis dans des endroits auxquels on pense moins. Je pense à la restauration collective, des chaînes de restauration collective qui de plus en plus se réorientent, ça stabilise les équipes, ça donne un peu de crédibilité, ça appuie les RH, et il y a de très belles expériences. À bon entendeur, alors. Sans omettre les aides qui sont prévues, justement. On reviendra sur les contrats de génération. On va juste avancer, et puis je vous donnerai la parole après, Jean-Baptiste Bouillet, mais on parle effectivement de faciliter la rencontre entre les entreprises et les candidats au travail, et à ce sujet, les salons de l'emploi se multiplient, hein, on en voit souvent, notamment sur la Loire-Atlantique. Certains sont dédiés à un secteur d'activité particulier, d'autres s'adressent à un public particulier. C'est le cas du salon organisé par la CFDT le mois dernier à Nantes, à destination des jeunes des quartiers, vous en parliez Jean-Baptiste Bouillet tout à l'heure, des jeunes des quartiers les plus éloignés du marché du travail. C'était un reportage d'Anne Judic. Alors moi, ce serait plus pour travailler dans le secteur tout ce qui est tertiaire administratif, secrétariat, accueil. Après 2 années de fac, une inscription en BTS qui échoue faute d'entreprise pour l'accueillir en alternance. Voilà Fatima en recherche d'emploi depuis quelques mois. Installée dans le quartier Bautière, la jeune femme de 24 ans veut croire que c'est d'abord la motivation qui fait la différence. Franchement, je pense que c'est surtout la personne en elle-même, ce qu'elle peut donner, ce qu'elle peut renvoyer comme image. C'est surtout ça. Dans les quartiers populaires, un jeune sur 2 est au chômage. Une des raisons, c'est le manque de qualification. Gaïk, d'Edervallière, a arrêté l'école en 3e et a abandonné son apprentissage d'agent d'entretien. On n'est plus vraiment trop motivé pour revenir à l'école et c'est très dur d'avoir les diplômes. C'est donc un CV un peu léger qu'il a présenté ce matin aux recruteurs, faute de mieux. On est obligé de trouver du travail, on ne va pas passer notre vie à rien faire et on n'a pas le choix, quoi. Faire confiance à des profils de candidats différents, leur donner une chance et ne plus stigmatiser les quartiers. On peut penser qu'il y a des préjugés, au moins une méconnaissance de ce public et de ce qu'il y a comme capacité et comme compétence. Notre démarche, c'est d'essayer de faciliter les choses et de faire du lien. Je garde votre CV. Si toutefois il y a des besoins qui correspondent à votre profil, dans ces cas-là, je reprendrai contact avec vous. D'accord, très bien. Voilà, je peux garder Pas ça, de chance pour Fatima cette fois-ci. Ce n'est que partie remise, comme pour Gaïk, qui garde un espoir. Trouver un vrai travail, quoi, et pas un truc que j'ai pas envie de faire, un truc que j'ai envie de faire pour toujours et un truc que j'aime. Voilà ce reportage du mois dernier diffusé sur Télé Nantes. Alors, premier constat à la suite de ce reportage, le diplôme, c'est toujours une garantie pour trouver plus facilement un job aujourd'hui ? Oui, je dirais que c'est un élément de plus en plus indispensable, mais qui ne suffit pas. Vous avez certes une petite carte de visite, mais il faut aller au-delà de son simple diplôme et travailler vraiment sur ce qu'on est en capacité d'apporter, être capable de décrire ses compétences de manière claire. Et puis, on évoquait dans ce reportage-là la motivation. C'est vraiment un élément déterminant de pouvoir être en capacité d'expliquer ces leviers de motivation, ce qui fait qu'on est différent par rapport à d'autres personnes. Alors, c'est quoi un candidat motivé ? À quoi on le reconnaît ? Alors, c'est un candidat qui a une méthode de recherche, qui essaye d'aller vers les autres,
qui a un CV évidemment, qui a des outils, qui peut être parrainé d'ailleurs. Le CV, ça marche toujours. Il faut un bon CV bien c'est un fait. outil. Bien... C'est un outil. Ça ne fait pas tout, mais c'est un outil. C'est un candidat qui a un réseau. Tous n'ont pas des réseaux spécifiques dans leur secteur de recherche. Ils ont des réseaux amicaux, sportifs, mais pas forcément dans le secteur de la boulangerie ou de l'artisanat ou industriel. Voilà. Donc c'est vraiment se faire un réseau là où on cherche. Comment on fait pour se constituer un réseau quand on a 20, 21 ans, 22 ans? C'est aller dans les salons, c'est aller voir des associations, c'est ouvrir la porte. Je pense que l'un des plus gros travers en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de candidats qui n'osent pas ouvrir une porte. Voilà, c'est de sortir de l'ordinateur, c'est de répondre à des annonces, évidemment, mais c'est de franchir la porte et d'ouvrir et d'aller voir les autres. Voilà, être curieux de ce que font les autres. Vous parliez des réseaux, il y a des gens qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, qui ont toujours été dans la même entreprise, qui se retrouvent en recherche d'emploi et ils ont la conviction qu'ils n'ont pas de réseau. Donc c'est souvent aller se rapprocher d'associations comme un parrain d'emploi ou d'autres pour prendre conscience que le carnet d'adresses, les gens qu'on a autour de nous, sont nos réseaux. Enfin, ça fait partie du réseau. Oui, il y a beaucoup de manières dans celle-ci. Une question de confiance en soi au départ, hein, vous parliez d'isolement et autres, mais tout ce que nous sommes là autour de la table, dans nos différents réseaux, il y a des possibilités de mettre en relation soit avec des filières, soit avec des chefs d'entreprise. Franchissez les portes, que ce soit d'un parrain d'un emploi ou de Pôle emploi. On dispose aussi d'accompagnement renforcé spécifique sur les jeunes. Et puis ça n'a pas marché, et donc voilà. Il faut insister, c'est notre rôle aussi de les accompagner dans ce domaine-là. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont mises en place actuellement sur de l'accompagnement club jeune. On nous a fermé la porte au nez, il faut revenir, il faut rouvrir la porte. Il faut revenir et analyser pourquoi on l'a fermé, retravailler dessus et revenir derrière. Il peut y avoir des aspects orientation, il peut voir si notre profil est en adéquation avec l'attente de la personne. Et puis travailler sur le savoir-être aussi. Hein. Parfois, il ne faut pas grand-chose pour le fait que ça matche ou pas sur une candidature. Donc c'est notre rôle aussi de les accompagner. Il faut distinguer deux choses. D'abord la recherche de job alimentaire et la recherche d'emploi. Très souvent, on recherche des jobs en fait, pour gagner un peu d'argent. Et en fait, la recherche... Gaïc dans le reportage, je cherche un métier que j'aime. Voilà. Et la recherche d'un métier que l'on aime, il faut sortir des sentiers battus. Il faut s'imaginer, souvent on a un prisme déformé, parce qu'on est tout seul dans sa recherche, on pense être le meilleur. Ben non. Quand il y a une annonce, il y a 150 autres candidats qui ont 10 ans d'expérience. Vous n'êtes pas le meilleur. Ou alors il faut le prouver. Il faut sortir des sentiers battus. Si j'ai un seul conseil à donner, c'est ça, sortir des sentiers battus, adapter son CV à chaque fois, se faire aider, avoir plusieurs axes de recherche. Moi, j'ai eu le cas où je cherchais que dans un secteur, mais personne n'embauchait. Donc s'ouvrir à d'autres secteurs, voilà, suivre ses contacts. C'est des choses de bon sens, mais le nombre de personnes qu'on accompagne qui ont un contact et puis qui ne le suivent pas. Un entretien, vous passez un entretien, vous n'avez pas de retour, vous n'êtes pas embauché, et vous ne savez même pas pourquoi vous n'êtes pas embauché. Et voilà, donc c'est savoir pourquoi, souvent, et essayer d'insister là-dessus. Que les entreprises sont prêtes comme ça à répondre à tous les gens qui vont les appeler pour savoir pourquoi ils n'ont. Il faut casser la spirale de l'échec en se disant pourquoi vous ne me prenez pas, je peux peut-être m'améliorer sur un autre entretien. Voilà. Et puis, vous avez peut-être des conseils à me donner. Il faut insister, revenir vers nous. Et puis, on n'est pas toujours dans l'entretien d'embauche. Une recherche d'emploi, ça passe aussi par la découverte de l'environnement dans lequel on souhaite travailler. Il y a des possibilités, vous êtes demandeur d'emploi ou pas, de découvrir des environnements, de faire des périodes d'immersion dans des entreprises, ne serait-ce que pour se sécuriser, lever les interprétations. Au milieu de travail, par exemple. Entre autres, ou la PMSMP, pour rester dans des cycles maintenant qu'il l'a remplacé, qui est la même chose, avec une possibilité d'immersion plus longue sur un mois maintenant. Ce que vous dites, c'est que parfois les demandeurs d'emploi, et je pense notamment aux plus jeunes peut-être, n'ont pas une idée très claire de la réalité du marché du travail. Oui, je voudrais juste compléter parce que la notion de réseau est extrêmement cruciale. Et typiquement pour des étudiants d'écoles comme celle d'Audencia Group, s'appuyer sur le rayonnement de ses diplômés. S'appuyer sur eux pour d'abord peut-être se rassurer, avoir un élément commun assez vecteur de lien. Et puis après, aller au-delà de ce réseau-là. Il y a une théorie qui a été développée par un sociologue américain, Mark Granovetter, de l'université de Stanford, qui a développé cette théorie qui est la théorie de la force des liens faibles, the weakness of weak ties. L'idée, c'est vous appuyer sur certes vos liens forts qui sont ceux avec lesquels vous avez des liens
naturelle, d'émotion, une fréquence de relation, mais qu'il faut sortir aussi de ce cadre-là et d'aller chercher le réseau de votre réseau pour sortir de votre secteur d'activité, aller voir d'autres secteurs d'activité. Sortir de sa zone de confort, peut-être. Exactement. Et que finalement, la finalité aboutira plus facilement avec des personnes avec lesquelles vous avez des liens moins subjectifs. Et ça, ce discours, vous le tenez à vos étudiants. À peine sont-ils entrés à l'école Audencia, dès leur première année de cursus, vous les préparez à ce marché du travail. Ça se passe comment ? Alors, au niveau de l'accompagnement, donc, on accompagne tous les étudiants et les diplômés des écoles d'Audencia Group. Ça se traduit au travers d'ateliers collectifs et d'un accompagnement individuel et personnalisé, abordant toutes les thématiques aidant à la construction de son parcours professionnel, qui part de la connaissance de soi, mais également la capacité à définir ses compétences, de les argumenter, de performer dans sa communication, aussi bien non verbale que dans le fond. Et puis, et ça fait partie c'est obligatoire, ça fait partie des cours. Alors c'est intégré à la pédagogie, effectivement, au parcours des étudiants, mais il y a également des ateliers complémentaires en fonction de leurs besoins. Ils peuvent d'eux-mêmes demander à participer à un atelier, à avoir un entretien individuel. Voilà, à chacun. C'est du coaching. On peut parler de coaching, oui, effectivement. C'est effectivement un accompagnement qui vise à leur permettre d'être les mieux préparés pour entrer sur le marché du travail. Avec quel taux de réussite au final ? Quel taux d'insertion ? Je peux vous parler donc des chiffres sur les étudiants du programme Grande École d'Audencia Nantes, école de management. On est sur la dernière promotion avant l'obtention du diplôme, donc à 60% d'étudiants qui ont déjà trouvé leur stage via leur emploi via leur stage. Et puis à 6 mois, on avoisine les 90% d'étudiants qui ont trouvé. On sent bien quand même que c'est un luxe. On est sur quelque chose de particulier dans une grande école. Il faudrait généraliser ça à tout le monde. Qu'en pensez-vous, Jean-Baptiste Bouillet ? Ça serait bien, ça, non ? Je me félicite de ces résultats. Heureusement que les étudiants d'Audencia trouvent facilement. Ce sera plus simple pour les autres. On part par un emploi sur le principe que tous les demandeurs d'emploi devraient être coachés. Voilà. Et c'est pas réservé, et je me félicite des résultats d'Audencia, mais c'est pas réservé qu'aux étudiants des grandes écoles. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On sait bien que justement, vous parliez d'isolement. Souvent, les demandeurs d'emploi sont isolés. Il faut créer des passerelles entre les demandeurs d'emploi et vous, Yannick, moi, les cadres qui sommes en activité, parce qu'on a un rôle. On peut pas tous offrir un job à quelqu'un. Voilà. En revanche, on peut aider quelqu'un. Oui, les demandeurs d'emploi sont bien sûr pas tous coachés, parce que tous n'en ont pas besoin systématiquement non plus. Vous rappeliez les chiffres tout à l'heure, 172 000 demandeurs d'emploi en catégorie A en Loire-Atlantique et plus de 300 000 sur les Pays de la Loire. Sur les Pays de la Loire. Par contre, voilà, ce qui est mis en place, c'est de l'accompagnement sur des portefeuilles d'accompagnement renforcés, en particulier sur les jeunes, ou les personnes éloignées de l'emploi, ou des quartiers, pas systématiquement, des quartiers d'ailleurs, mais en termes de durée. Donc c'est une orientation qui est prise et qui est en cours là actuellement. Nous, on a sur un partenariat avec Pôle emploi. D'ailleurs, on travaille avec Pôle emploi, les MDE, les missions locales, etc. On travaille en réseau, nous aussi, parce que effectivement, tous les publics ne sont pas à même d'être parrainés ou coachés tout de suite, pour des tas de raisons, des raisons familiales, de santé, de logement, etc. Les parrains ne sont pas des assistantes sociales, mais ils sont là pour donner le coup de booster, le pied à l'étrier, en fait. Voilà. Et dans la population des demandeurs d'emploi, beaucoup, puisqu'on développe le numérique très fortement là actuellement, beaucoup s'organisent et souhaitent s'organiser en lien avec certains conseillers Pôle emploi, avec des outils numériques de formation. Alors, vous parliez du numérique, justement, on parle aussi beaucoup de réseaux sociaux dans le recrutement, avec... les réseaux, pour ne pas les citer, Viadeo, LinkedIn, c'est des choses que scrutent très attentivement les recruteurs, les employeurs. Oui, les recruteurs en entreprise et les recruteurs en cabinet de recrutement utilisent Viadeo, LinkedIn. Ce sont les deux réseaux les plus C'est vraiment répandu aujourd'hui. C'est systématique. C'est une des bases les moins chères pour aller chercher de la candidature. Donc, ils vont chasser systématiquement sur ces sites Internet. Pour compléter ce qui a été dit, il y a les réseaux Internet. Dans la période de recherche d'emploi, ce qui est important, c'est aussi les réseaux physiques, c'est-à-dire rejoindre des groupes, que ce soit par un emploi. Moi, j'ai créé une entreprise il y a 3 ans sur cette base-là, où les cadres ont travaillé ensemble et s'aident dans la recherche d'emploi entre deux jobs, parce qu'ils sont seuls dans leur recherche, ou ils sont accompagnés par des institutionnels, mais ils ont besoin aussi de travailler en collectif un peu. Et aujourd'hui, sur à peu près 300 personnes qui sont passées en 3 ans dans le réseau entre deux jobs, il y en a 220 qui sont au travail, qui ont trouvé
eh ben, 75% c'est par le réseau. Alors j'avais choisi une petite photo à montrer, je ne sais pas si on la verra. Et on va terminer cette première partie avec cette photo alors. C'est la photo de l'iceberg, on dit il y a la partie visible et puis la partie cachée. Une des difficultés pour celui qui cherche du travail, eh ben, c'est de trouver en fait, les postes qui ne sont pas affichés dans les annonces sur les sites internet ou ailleurs, et d'aller trouver en fait le contact qui permet d'accéder à ce poste-là. Et une des raisons qui est expliquée par les DRH, c'est que aujourd'hui, quand on met une annonce, on va générer. Ça sert à rien d'aller à Pôle Emploi alors. Si, bien sûr. D'autant plus que les offres qui paraissent sur Pôle emploi maintenant sont systématiquement pratiquement diffusées, puisqu'on a des partenariats sur l'agrégation des offres sur la plupart des job boards. Donc la transparence du marché du travail, il y a toujours la part cachée, je vous suis complètement, mais une offre qui paraît sur Pôle emploi est aussi juste pour terminer sur les DRH, en fait le constat c'est que quand on met une annonce, on va générer 200 à 300 retours, et donc il y a beaucoup de recruteurs qui, au lieu de mettre une annonce, utilisent leur réseau pour trouver 15, 20 candidatures pour que ça aille plus vite. Voilà. Donc pour des raisons d'efficacité, eh ben, ils ne mettent pas d'annonce, et tous ceux qui n'ont pas de réseau se disent mais comment je vais faire pour accéder au poste. Ça peut nous amener à un deuxième sujet que l'on avait évoqué lors de notre dernier club RH, puisqu'on a un club avec des RH et des RH de la région aussi, c'est le recrutement pour les réseaux sociaux. Les entreprises elles-mêmes, c'était tout à fait intéressant à constater, certaines avaient adopté ce système, d'autres n'avaient pas les moyens ou n'étaient pas encore imprégnés, pour différentes raisons de culture et autres, de ces réseaux-là. Donc il y a un travail à faire sur les entreprises et les services RH aussi à ce niveau-là. Parce que ça peut être à double tranchant, le recrutement et les réseaux sociaux. Il faut que ça soit actualisé. Merci à vous pour cette première partie d'émission. Réseau, je crois que c'est le terme fort de cette première partie. On va passer à la deuxième partie de Tout est coup. On continue de parler de recrutement, bien sûr, en nous intéressant aux secteurs qui ont besoin de main-d'œuvre, mais qui ont du mal, ou en tout cas à trouver des candidats, ou en tout cas des candidats adaptés à leurs besoins. C'est le cas de la construction ou de l'industrie. Nous sommes allés à Béné, dans l'ouest du département, du côté de Pontchâteau, chez un spécialiste de l'usinage et de l'ajustage, Béné Mécanique de Précision, une PME d'une centaine de salariés en pleine croissance qui a besoin de fraiseurs, un métier très recherché dans tout le bassin d'emploi de Saint-Nazaire. Pour cet industriel, il a décidé de prendre les choses en main, d'investir et de monter une formation sur mesure, une expérience originale. Donc tu vois Lilian pour usiner la pièce. Donc on va faire la gamme d'usinage. Donc en premier on va faire le cubage. En deuxième opération on va venir faire les épaulements qu'on voit ici sur la pièce. Très concentré, Lilian ne perd rien des conseils de son tuteur avec qui il découvre tout un métier. Il n'a pas de formation dans l'usinage, donc on part vraiment de zéro et je lui explique comment régler les pièces, comment produire, comment se servir de la machine, les outils, les réglages, tout le métier de fraiseur. Fraiseur, un métier exigeant que Lilian embrasse à 25 ans, après un parcours scolaire et professionnel sinueux. À la base, j'ai une formation de BEP électrotech que j'ai passée à 17 ans. Et après, j'ai pas continué là-dedans, ça me plaisait pas plus que ça. Et après, j'ai fait du commerce, de la manutention. Et le dernier diplôme que j'ai en date, c'est un CAP mécanique moto. Et j'ai eu affaire à des machines-outils en fait, parce que là-bas ils faisaient une spécialisation préparation de véhicules. Et ça m'a donné envie de pousser le truc un peu plus loin, quoi. Et voilà comment je suis arrivé ici en fait. Passer de la mécanique moto à la mécanique de précision, quoi. Il a fallu aussi que Lilian rencontre les bonnes personnes au bon moment. Un forum de l'emploi, le stand du GIEC Industrie, un groupement d'employeurs spécialisés. Et voici son dossier de jeunes au chômage retenu par cette PME de Béné. On m'a écouté, on m'a pris au sérieux, on a senti ma motivation, quoi. Il n'y a pas eu de préjugés. Parce que malgré tout, j'ai un parcours assez atypique, je le savais, mais ils ont dû sentir que voilà, quoi. J'avais la motive, quoi. On a eu au départ 40 dossiers, ils nous ont trouvé 40 dossiers, 40 candidats potentiels. On a retenu, suite à des entretiens, 7 candidats qu'on a passés en immersion dans l'entreprise pendant 2 semaines. Et de ces 7 candidats, il en est resté 6 sur le programme de formation. Là, on a choisi de faire un programme de formation étalé sur 15 mois. Une première partie, 400 heures, qui a été faite en centre de formation à l'AFPA. Et une deuxième partie qui est un accompagnement important dans l'entreprise sous forme de tutorat. C'est-à-dire qu'actuellement, depuis 1 mois maintenant, et cela jusqu'à la fin de l'année, en fait, les personnes vont être 3 semaines en entreprise, 1 semaine en centre de formation à l'AFPA. Et les 3 semaines passées en entreprise sont tout le temps en tutorat avec un autre fraiseur. Une formation longue, sur mesure, et un investissement de 150 000 € pour l'entreprise. Fraiseur est un métier en tension. L'industriel voulait être certain de recruter
Pour réussir son plan de développement, plus 10% de croissance par an et l'embauche de 30 personnes d'ici 2019. Il y a du sport juste pour le pointage. Nous, on est parti avec ça en tête. On allait oublier de chercher des gens métiers, mais plutôt trouver des profils de gens motivés qui avaient envie de travailler et les amener au métier plutôt que d'attendre des gens avec des compétences de fraiseurs. On va aller chercher dans ce programme-là, on va noter les coordonnées. Avec son BTS conception et industrialisation en microtechnique, Johan se voyait plutôt en bureau d'études. À 26 ans, après quelques CDD et une période de chômage, c'est finalement en atelier comme fraiseur sur commande numérique qu'il envisage la suite de sa carrière. Le fait d'avoir un poste de travail qui n'est pas forcément fixe sur un bureau et d'avoir à toucher les pièces, la matière, vraiment avoir l'impression de fabriquer quelque chose avec mes mains, quoi. Il n'y a pas d'âge pour trouver sa voie, quoi. Je vois ça comme une grande porte ouverte, quoi, sur l'avenir, quoi. C'est un beau métier. Johan et Lilian sont en contrat de professionnalisation jusqu'à la fin de l'année. Si tout se passe bien, ils pourront signer ici un CDI ou aller voir ailleurs. Un fraiseur débutant commence à 1 800-2 000 € bruts par mois. Retour sur le plateau de Tout Éco où l'on parle de recrutement avec nos invités. Dans cette deuxième partie, nous nous intéressons au secteur en tension. Pour en parler avec nous, je reçois Christian Caillé, gérant de Delta Meca, entreprise de mécanique industrielle située à Couëron, 37 salariés. Thierry Le Sen, vous êtes responsable du développement commercial pour le CESI Ouest. Le CESI, une école supérieure qui propose exclusivement de l'alternance dans l'informatique, les RH, l'industrie et le BTP. Philippe Rottière, enfin avec nous, président de la Fédération des maraîchers nantais. On a gardé avec nous Dominique Evin de la direction régionale de Pôle emploi. On commence avec vous, Christian Caillé. Que pensez-vous de l'initiative de votre confrère de Béné Mécanique ? Eh bien, écoutez, c'est une initiative heureuse. Et malheureusement, dans notre corporation, notre milieu professionnel, on n'a pas trop le choix. Parce qu'on est également tributaire de la même situation. On a les mêmes problématiques. Et effectivement, nous, on a exploité d'autres voies pour nos recrutements. Mais effectivement, on a donc l'apprentissage par alternance. On a recruté aussi des personnes au niveau du Pôle emploi à former directement en entreprise. Mais on a aussi 5 travailleurs étrangers. Donc qui sont liés aussi à nos problématiques d'entreprise, car effectivement le reportage que nous venons de voir, je connais très bien l'entreprise, ils sont un peu spécialisés et ont une organisation telle qui permet d'avoir des opérateurs, alors que chez Delta Meca, une entreprise bien plus petite, nos opérateurs sont aussi des techniciens autonomes et tout à fait fonction de notre spécialisation. Vous avez dû aller chercher de la main-d'œuvre à l'étranger. Dans quel pays ? En Roumanie et au Portugal. D'accord. Combien de... Sur 37 salariés, nous avons 5 travailleurs étrangers, dont 2 qui sont en formation, embauchés en CDI dans leur pays, avec 3 mois d'essai, rémunérés, etc. Avec à la clé, on leur impose de venir s'installer avec leur famille en France. Il n'y a pas les formations, il n'y a pas en France sur ces métiers-là adaptés, qui vous conviennent ? En France, c'est historique. Depuis 30 ans, les industries, on a désindustrialisé la France. Donc on a fermé énormément de centres de formation. On a discrédité énormément ces métiers manuels, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans l'impasse. Les services Pôle emploi nous connaissent très bien, puisqu'on a à l'occasion dû écrire, en parler. Et effectivement, les métiers de l'usinage, les métiers du fer sont en tension, font partie des 15 métiers en France les plus touchés, parmi les 150 métiers quand même à côté de cela. Alors, autre secteur en tension, c'est le maraîchage, traditionnellement très pourvoyeur d'emplois. C'est plus de 4000 emplois, le maraîchage nantais, dont 2000 à 2500 emplois saisonniers. Et vous, Philippe Rottière, vous menez pour la Fédération une politique RH pour attirer justement les candidats dans cette filière du maraîchage. Comment ça fonctionne ? Alors ça a fonctionné d'abord sur un constat historique de plus de 10 ans où on était en conflit permanent, un peu comme dans les métiers de l'industrie, avec une image un peu dégradée de la part de nos interlocuteurs, alors que nous avons nous-mêmes une fierté de nos métiers. Donc un grand écart
qu'il a fallu combler d'abord dans le rapport avec les services publics de l'emploi, dont à l'époque c'était la NPE, mais maintenant c'est Pôle emploi. Ça allait plus, c'est Voilà. Pôle emploi. Avec les services de la directe, les collectivités, on a donc créé un pool au travers de conventions pour arriver à avoir une politique RH. Et on s'est tous engagés dans nos entreprises à suivre des formations, donc soit au niveau des chefs d'entreprise ou des encadrants, pour pouvoir améliorer aussi la question de l'accueil. Mieux accueillir donc les candidats, les saisonniers. Et aussi un engagement réciproque vis-à-vis des partenaires de l'emploi, d'aller à la pêche et à la recherche d'emplois nous correspondants. C'est-à-dire des demandeurs d'emploi qui sachent, qui ont une connaissance réelle de nos métiers. Et puis ça commence d'abord par eux-mêmes, pour pouvoir mieux en parler, qu'ils aient eux-mêmes une bonne connaissance de nos métiers. Donc ces partenariats ont permis quand même d'améliorer la condition de recherche. Et aujourd'hui, les résultats, c'est quoi? Vous en sortez mieux que d'autres collègues dans d'autres régions de France grâce à cette politique de ressources humaines offensive? En termes de développement économique, on est en développement économique permanent sur le maraîchage nantais. Sachant que le maraîchage en France, c'est à peu près moins 7% tous les ans en termes de poids économique. Donc on arrive à combler ce challenge justement par ces partenariats qu'on a pu mener avec les services pour l'emploi de Nantes Métropole, des missions locales et de Pôle emploi. Vous vouliez compléter Oui, tout à fait. C'est à peu près 100 CDI tous les ans de créer net chez nous. Et il n'y a plus cette image de dévaloriser de métiers difficiles, physiques. Les conditions climatiques ne sont pas toujours idéales. L'image aussi d'un métier mal payé, c'est derrière nous, ça c'est... Alors, je pense que la question de l'image, c'est surtout un véhicule, mais c'est pas moi qui le conduis, c'est vous. Donc, pour mieux le comprendre, je pense que votre rôle aussi de média, c'est de venir en entreprise voir quelles sont les conditions d'emploi. Ouais. Mais après, ça dépend effectivement des entreprises, mais on le sait. C'est une image. C'est une image, c'est qu'une image. Ouais. Ce n'est pas la réalité. Les efforts de communication que l'on peut mener au travers de ces partenariats. Mais des efforts de communication, mais justement, quelle est la réalité des choses? Aujourd'hui, c'est 38 métiers identifiés, donc tous disponibles, notamment au travers de nos partenaires pour pouvoir les diffuser, tant dans les forums, les missions locales, les maisons de l'emploi, Pôle emploi. Donc on a les outils, tout va bien. Jusque-là, ça va. Mais il suffit d'un élément perturbateur, un grain de sable, et ça casse la machine. Donc ça, c'est un challenge qu'on doit tous mener en termes de communication. On ne parle jamais aussi bien des choses que quand c'est les autres qui en parlent. Avec une évolution possible, une fois qu'on est entré chez un maraîcher, même en tant que saisonnier, d'évoluer ensuite? Alors, on a une cartographie assez précise dans nos métiers, puisqu'on en réalise une enquête interne à notre profession, qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui. Et juste un chiffre comme ça, on a environ 10% de cadres dans nos entreprises. Donc, qui dit 10% de cadres, ça vous donne à peu près l'échelle de professionnalisme qu'il faut dans les entreprises. Et donc, on a aussi, nous, des RH. Voilà, je veux dire, on a à peu près le même profil qu'une industrie, n'importe quel type d'activité. Donc, en faisant cette cartographie, vous-même, vous avez découvert des choses sur votre filière, finalement. Ça ne nous a pas fait de mal non plus de découvrir que... peut-être que l'image qu'on nous renvoyait n'était peut-être pas la bonne, qu'avec notre fierté du métier, on n'avait peut-être pas su communiquer sur l'ampleur de notre passion et puis les différents métiers qui la composent. Et ça a permis aussi, à ceux qui nous accompagnent de bien découvrir aussi cette problématique. Oui, c'est un élément important. Monsieur parlait de partenariat tout à l'heure. Et c'est notre rôle aussi d'accentuer, de faire connaître les métiers, de les découvrir aussi, vous l'avez évoqué, au travers de conventions qu'on peut signer avec ces filières-là. Mais il n'y a pas que le maraîchage. Il y a beaucoup de l'industrie, vous l'évoquiez. Je pense aux métiers de la viande également, qui sont des métiers, vous parliez de rémunération, qui sont bien rémunérés, mais qui pâtissent d'une réputation dépassée, à mon avis, pour travailler en collaboration avec des grands groupes qui ont besoin de main-d'œuvre sur les abattoirs ou dans d'autres environnements. Il y a un gros travail de communication pour relever certaines interprétations. Ouais. Les derniers licenciements dans ces groupes agroalimentaires. Oui, alors voilà. Il y a aussi un peu cette image. Au sein de ces mêmes organismes, vous retrouvez aussi pour des filières, je pense, on ne va pas les nommer, mais sur des filières qui repartent, on va les nommer sur LDC, qui repart. On peut citer également d'autres filières d'abattoirs sur VS et autres qui recrutent et qui ont du mal à trouver par rapport à ça. Un mot sur l'alternance. Est-ce que c'est une solution, une bonne solution? Est-ce que vous l'utilisez, Monsieur Caillé, Christian Caillé? Oui, effectivement, on l'utilise depuis toujours.
Non, très peu. Nous, très peu. Pourquoi On a une culture, je dirais, certainement très rurale, même si on a aujourd'hui des PME, où on travaille bien plus sur la question des valeurs, et on a une grosse carence. C'est pour ça que je voudrais revenir sur la question des métiers en tension tout de suite. Oui. C'est dire, les métiers en tension, on n'est pas en tension. Des candidats, on en a plein. Sauf qu'ils ne passent pas par les écoles de formation agricole pour rejoindre nos métiers, parce qu'on a certainement mal communiqué à un moment donné. Si nous, on a fait des efforts de communication, pas vers les métiers de la production. Et il faut des interlocuteurs qui sachent les orienter vers les métiers de production et vers la technicité de nos métiers. Alors, on parle un peu d'alternance avec vous, Thierry Le Senne. Aujourd'hui, où en est-on en France? Je crois que c'est moins de 20% aujourd'hui des entreprises qui font appel à l'alternance. Il y a encore du chemin à faire, visiblement. Il y a encore du chemin à faire. L'apprentissage, en particulier, ça représente à peu près 5% des PME en France. Donc, c'est vraiment très petites entreprises ou de moyennes entreprises qui font appel à l'apprentissage pour le recrutement d'alternance. C'est quoi les freins? Pourquoi les entreprises hésitent à prendre des alternants? Alors effectivement, il y a un problème d'information, déjà dans un premier temps. Je pense que la plupart des entreprises n'ont pas forcément connaissance de tous les dispositifs qui peuvent leur être mis à disposition pour recruter en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Il y a aussi un manque de connaissance de toutes les écoles qui sont à leur disposition et qui peuvent former dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre? Tout simplement, d'abord, moi, je pars de leurs besoins. Ouais. Et en fonction de ce besoin-là, voir de quelle manière l'alternance peut être un levier pour eux, en tout cas, pour accompagner leur développement. Et derrière, un entrepreneur, il va être très pragmatique, il va regarder son retour sur investissement, il va voir de quelle manière ce recrutement-là peut vraiment être un levier pour lui. Donc nous, nos arguments, c'est plutôt derrière, en fonction de leurs problématiques de développement, comment derrière on peut vraiment accompagner l'entreprise en fournissant, notamment dans l'enseignement supérieur, des élèves ingénieurs ou des techniciens supérieurs qui vont les aider à les accompagner dans leur développement. Quand on prend le maraîchage, c'est des métiers qui effectivement sont en totale évolution. Il y a de l'innovation dans le maraîchage. Aujourd'hui, très peu... Il faudra penser à l'alternance, monsieur Rothière. Voilà, donc, j'y pense. Donc vous avez des candidats, je crois, des élèves dans votre école de BTS à élèves ingénieurs, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bac plus 2 à Bac plus 5. On recrute post-bac et on forme jusqu'au niveau Bac plus 6, notamment sur des masters spécialisés dans différents domaines d'activité. Et beaucoup de jeunes font appel à vous, à vos services. Je crois que vous avez 2000 alternants sur l'Ouest. Pour combien de candidatures? Alors, le CESI, effectivement, sur la région Ouest, c'est un peu plus de 2000 alternants en formation chez nous. Sur le national, c'est un peu plus de 20 000. Ce qui représente pratiquement 5% de l'alternance en France avec le CESI, donc ce qui est déjà plutôt une belle légitimité, en tout cas de notre école. Au-delà de ça, effectivement, ce qu'on va regarder et ce qu'on va essayer en tout cas de proposer aux candidats à l'alternance, c'est justement de les mettre en phase avec les vrais besoins des entreprises. Donc ce que disait votre... Et c'est pas toujours facile, parce que est-ce que les entreprises jouent toujours le jeu? C'est dans leur intérêt. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de temps à perdre quand elles recrutent. Il faut qu'elles aillent à l'essentiel. Et on est là pour aussi leur apporter une réponse rapide et efficace par rapport à cela. Un dernier mot. Oui, juste un dernier mot sur l'alternance. Je vous rejoins sur l'aspect, beaucoup d'entreprises, c'est compliqué de recruter. On n'a pas toujours le temps, surtout des TPE ou des entreprises de petite taille. Par contre, là, il y a un vrai rôle à jouer en termes d'information, puisque l'alternance, tout le monde a entendu parler de l'apprentissage de l'alternance et autres, mais ce sont des choses qui évoluent. Il y a un vrai rôle d'information à faire à ce niveau-là. Merci à tous d'avoir participé à ce plateau. Avant de nous quitter, je me tourne pour la conclusion vers notre grand témoin, le capitaine Raphaël Hervieux, chef du CIRFA, du centre de recrutement de Nantes pour l'armée de terre. Chaque année, vous recrutez 300 personnes et vous avez combien de candidatures? Environ 2500. 2500 candidatures. Donc pour vous, pas de difficulté pour recruter? Si, toujours, puisqu'on est sur un chiffre national autour des 10 000, plus de 10 000 personnes à recruter par an. Donc la Loire-Atlantique, qui est un désert militaire, comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est vraiment une difficulté d'apparaître. Je rejoins un petit peu ce qui a été dit. L'image qu'on véhicule, elle est très importante. D'autant plus quand on touche vraiment une population restreinte. Pour nous, on est de 17 ans et demi à 29 ans. Et on recrute principalement de CAP à Bac plus 5. Donc quand vous restreignez cette population, il faut réussir à les toucher. Tout l'intérêt pour nous, c'est d'être en contact direct avec Pôle emploi, avec des entreprises qui font aussi du réseau et qui aident à recruter.
Alors, je tiens à préciser qu'on recrute pour nous, pour l'armée de terre, mais qu'un candidat reste un candidat. C'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas une espérance dans l'armée de terre, on va réussir à l'orienter. Le job pour moi, c'est de réussir à lui trouver un emploi. Donc les solutions sont quand même diverses pour l'armée de terre, d'un contrat de 1 an jusqu'à un contrat de 10 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 8 ans, 5 ans, donc plein de possibilités. Mais ce que vous avez entendu là autour de ce plateau, ça rejoint un peu votre quotidien, où il y a une vraie différence entre le recrutement militaire et le recrutement dans le civil? Alors il y a une grosse différence, c'est que le candidat qui vient chez moi, généralement, il est motivé et il veut rentrer. Voilà. Mais il ne vient pas pour faire un job, il vient pour faire un emploi. Là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Il ne vient pas parce qu'il n'a pas trouvé de boulot ailleurs? Il vient, mais il sera engagé s'il a une réelle motivation. En tout cas, il restera s'il a une réelle motivation. Donc l'intérêt avant... C'est ce que vous testez aussi, la motivation. La motivation et le potentiel. C'est les deux choses qui sont importantes pour moi. La motivation et non pas le diplôme, parce que le diplôme, c'est une preuve de motivation. D'aller dans les études, c'est une preuve de motivation. Maintenant, un potentiel, il peut être physique, il peut être intellectuel. Le potentiel, il est décelé pendant notre recrutement, pendant des évaluations. On teste le potentiel physique. Et un potentiel, ça ne veut pas dire forcément être champion du monde. Ça veut dire avoir la capacité de se dépasser. Et cette méthode, pour déceler ce potentiel, elle se fait en combien de temps? Elle se fait sur 2 jours et demi. Donc pour Nantes, c'est aller sur Rennes sur 2 jours et demi. Vous êtes vu par un médecin militaire qui détermine votre aptitude physique. Ensuite, vous faites des tests d'aptitude cognitive, personnalité. Et enfin, vous êtes vu par un psychologue, un évaluateur qui va déterminer votre potentiel. Je ne vais pas parler, bien sûr, des tests physiques, mais vous vous en rendez compte, il faut quand même avoir une aptitude physique, bien sûr. Merci beaucoup, capitaine Raphaël Hervieux, pour ce témoignage qui conclut ce Tout Éco consacré au recrutement. Un Tout Éco en partenariat avec Audencia, qui nous a accueillis comme d'habitude dans ses locaux. Merci à toute l'équipe en régie, Annabelle, Bertrand, Nicolas, Glenn, et sur le plateau. Merci à Aurélie, Anaël et Dany. Tout Éco à retrouver sur notre antenne, bien sûr, et sur notre site telenantes.com et sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Prochain numéro de Tout Éco, le 28 avril, nous parlerons d'export. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Télénantes.